Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui à l'open data, obligations et opportunités issues de la loi Le Maire. Je suis Julien Prévoto, responsable de collection et de la politique éditoriale pour les éditions VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Alors au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir sur l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre pendant notre session questions-réponses de 15-20 minutes au terme de cette conférence. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les prochains jours. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous 3 intervenants qui vont nous offrir à la fois leur retour d'expérience, leur conseil opérationnel et leur expertise. Avec nous donc Anne-Claire Dubreuil, directrice adjointe de la communication au SICOVAL, communauté d'agglomération du sud-est toulousain. Monsieur Romain Thalès, responsable du recensement des données publiques à Etalab, organisme faisant partie de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, chargé de l'ouverture des données. Bonjour Monsieur Thalès. Bonjour. Et enfin Samuel Goïta, cofondateur de Datactivist, société coopérative et participative qui se donne pour mission d'ouvrir les données et de les rendre utiles et utilisées. Alors Open Data ou ouverture des données est aujourd'hui une réalité consacrée par le législateur depuis la promulgation le 7 octobre 2016 de la loi Le Maire ou loi pour une république numérique. Cette loi vise l'ouverture des données publiques et leur libre accès dans un objectif de transparence accrue et de dynamisation de l'innovation. Le principe d'open data par défaut concerne l'ensemble des collectivités territoriales de plus de 3500 habitants ou plus de 50 agents. Alors toutefois, la mise en œuvre concrète de l'open data au sein des collectivités territoriales peine à s'enclencher. À l'heure actuelle, environ 4 à 5% des collectivités territoriales ont commencé une démarche d'open data, ouvrir leurs données selon les chiffres de l'Observatoire de l'open data. Alors pourquoi? Est-ce une entreprise trop lourde pour les collectivités, particulièrement aujourd'hui alors que les budgets restent en tension, qu'on demande un effort financier chaque année aux collectivités? Il y a aussi, disons-le, certainement des craintes quant à l'utilisation de ces données par les entreprises privées. On s'interroge au final dans certains territoires, au-delà d'une législation qui n'a pas de disposition coercitive financière, sur l'intérêt que peut avoir une collectivité à entreprendre cette démarche globale d'ouverture des données. Plus largement, il est évident que ces questions concernent au premier chef l'ensemble des citoyens et qu'elles recouvrent de véritables enjeux de transparence de la vie publique et, en dernière instance, de démocratie. Alors, Romain Thalès, nous allons commencer par vous. Vous allez nous rappeler aussi que l'open data, c'est aussi, au-delà d'une démarche et de possibilités technologiques, aussi effectivement une obligation juridique et réglementaire, et il y a des dispositions récentes prévues à cet effet. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais même revenir un petit peu en amont de la loi pour une république numérique. L'open data, même si on en parle de plus en plus ces derniers temps, c'est quand même une aspiration profonde de la société. Je ne vais pas reparler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui malgré tout, à travers son article 15, prévoit que tout citoyen est en droit de demander des comptes à son administration. On n'avait pas encore les moyens technologiques pour le mettre en œuvre de manière très opérationnelle. Toutefois, à la fin du 19e siècle, on avait déjà plusieurs lois qui prévoyaient des mesures de publicité, notamment par le biais de l'affichage, pour des décisions administratives. Donc la revendication du droit d'accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux années 1960, de manière très concrète, avec 3 arguments avancés à l'époque. Le public mieux éduqué a le droit de savoir. Donc c'est vraiment le biais transparence de l'action publique. L'administration, qui elle aussi est très critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses données.
Et enfin, l'accès à l'information détenue par les administrations est aussi de plus en plus considéré comme un moyen de faire adhérer l'opinion au projet collectif. Donc, saisi d'un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre l'administration et le public, l'Assemblée nationale transforma le texte qui devint le titre premier de la loi du 17 juillet 1978, intitulé « De la liberté d'accès aux documents administratifs ». On peut d'ailleurs noter la contemporanéité effectivement, de la loi CNIL, qui a été quant à elle promulguée le 6 janvier 78, et de la loi Archive, qui a été promulguée le 3 janvier 79. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'à l'époque, en juillet 78, on ne parlait pas forcément de réutilisation libre et gratuite de ces données. On était davantage dans une logique de consultation. Cette évolution s'est matérialisée très concrètement à travers une ordonnance qui date donc de 2005, qui est issue d'une transposition européenne qui date de 2003, et qui consacre le principe de réutilisation des données à titre dans une logique industrielle et commerciale. Donc, ce qui était totalement interdit à travers la loi de 78 initialement. Donc, l'article 10, dans sa nouvelle version, telle que poussée à travers cette ordonnance, introduit ce principe de libre réutilisation de l'information publique, sous réserve, bien évidemment, des conditions prévues par le chapitre 2 de la loi du 17 juillet, donc lorsqu'on parle de données protégées par des secrets légaux ou d'informations à caractère personnel, par exemple. Vous avez parlé donc tout à l'heure de la loi pour une république numérique. On va rentrer dans le vif du sujet, loi qui a été promulguée, donc vous l'avez dit, hein, le 7 octobre 2016. Cette loi est atypique de par sa forme comme de par son fond. Je vais m'attarder un tout petit peu par la forme, parce que c'est pour la première fois qu'une administration et qu'un gouvernement s'est inscrit dans une logique de co-construction du cadre légal. Le projet de loi, pour rappel, a été donc déposé le 9 décembre 2015, et la particularité, c'est qu'il a été soumis pendant 3 semaines aux commentaires des citoyens. Donc on a reçu plus de 21 000 participants qui, à travers une plateforme dédiée, ont pu publier 8 500 contributions autour de ce projet de loi, ce qui a permis d'enrichir ce fameux projet de loi de 5 articles et de 90 contributions des internautes. Ce qui a le mérite d'être une première en ce qui nous concerne, et dans de très nombreux pays, ce mode de co-construction a été clairement identifié comme une révolution. C'était important pour nous que cette loi pour une république numérique soit à la fois portée par l'administration, mais aussi qu'elle soit le reflet des attentes de la société civile. Les 3 grands objectifs de la loi se matérialisent en 3 points majeurs. Le premier, c'est donc de permettre de favoriser la circulation des données et du savoir, de protéger les individus dans la société du numérique, et enfin de garantir l'accès au numérique pour tous. Je vais rentrer maintenant un petit peu plus en détail dans cette loi pour une république numérique, qui prévoit un certain nombre de grandes évolutions par rapport à la loi de 78. Ce que cette loi république numérique a changé, c'est tout d'abord de réaffirmer ce principe de gratuité de la mise à disposition des données. Ça peut paraître évident lorsqu'on parle d'open data. Pour autant, lorsque Etalab a été créé en février 2011, il était encore assez développer dans certaines administrations le fait de pratiquer des redevances en amont de la mise à disposition des données. Donc ce principe de gratuité a été réaffirmé. Il n'est pas issu de la loi République numérique, hein, il est issu de la loi gratuité qui date de décembre 2015. Mais en tout cas, il y a ce principe de gratuité qui est réaffirmé et qui permet d'identifier malgré tout certaines exceptions d'opérateurs qui ont développé des modèles économiques autour de la mise à disposition des données et dont la mise en place de redevances est une condition aussi de survie. Donc les exceptions étaient clairement identifiées dans le cadre de cette loi. Deuxième dimension, c'est l'élargissement du périmètre des acteurs concernés par la loi, avec notamment tous les acteurs qui sont en charge d'un service public à caractère industriel et commercial, les SPIC, qui font maintenant partie du périmètre de la loi République numérique, qui n'étaient pas concernés auparavant par la loi de 78, ainsi que les acteurs culturels, car comme vous le savez, il y avait des exceptions autour des données culturelles. Donc ces acteurs sont bien évidemment invités à s'inscrire dans une démarche d'ouverture de manière progressive.
On a travaillé de manière aussi assez spécifique sur les nouvelles données qui étaient susceptibles d'être mises à disposition, avec notamment un accent porté sur les données de subvention et de concession, j'y reviendrai tout à l'heure, les données de jurisprudence, avec un gros travail d'anonymisation, enfin de pseudonymisation très exactement sur les décisions de jurisprudence pour permettre leur ouverture au plus grand nombre. Et enfin, une dimension spécifique sur l'ouverture des données en matière d'énergie, avec notamment les données de consommation, toutes les données détenues par les gestionnaires de transport et de distribution d'énergie. Vous parliez tout à l'heure d'open data par défaut. On a plutôt tendance à faire évoluer cette appellation en parlant davantage d'un open data par principe, qui consiste tout simplement à dire que toutes les administrations de plus de 50 agents et les collectivités de plus de 3500 habitants doivent, de manière proactive, mettre à disposition l'ensemble des données d'intérêt économique, social et environnemental. Donc, le périmètre est volontairement assez large. Toutefois, cette entrée en vigueur a été voulue de manière progressive par le législateur, en ayant en considération le fait que le niveau de maturité était extrêmement variable en fonction des acteurs administratifs concernés. Donc, on a eu d'abord un premier jalon sur l'ouverture des données qui ont fait l'objet d'une demande d'ouverture. Ça, c'était la première étape. Dans un deuxième temps, l'ouverture des répertoires d'information publique, qui, pour rappel, est une obligation qui date de 2005 et sur laquelle l'ensemble des administrations sont censées être au fait. Donc, c'est une sorte de catalogue détaillé de l'ensemble des données publiques, des documents administratifs produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public par ces acteurs. Et enfin, donc, le dernier jalon qui a été mis en œuvre à travers la date anniversaire du 7 octobre 2018, c'est la mise en œuvre de cette open data par principe avec l'ouverture des données de manière proactive qui contiennent un intérêt économique, social, environnemental. Et enfin, dernière grosse évolution de cette loi pour une république numérique, c'est la création d'un service public de la donnée. On est le premier pays à s'engager de manière forte sur un niveau de qualité optimale en matière de mise à disposition de certaines bases de données qu'on considère comme étant des données de référence. Donc, il y a 9 bases de données de référence qui ont été identifiées et dont les modalités ont été définies par décret, hein, donc avec un niveau de qualité optimal et une pérennité surtout dans la mise à disposition de ces données. Alors, par exemple, on a la base Sirène, qui était auparavant commercialisée par l'INSEE, qui contient l'immatriculation des entreprises, le plan cadastral vectorisé avec le découpage des parcelles cadastrales, la base adresse nationale, pour ne citer qu'elle. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir des engagements spécifiques autour de la mise à disposition de ces données, mais aussi le législateur a prévu un enrichissement progressif de ce service public de la donnée et on commence déjà à travailler sur les modalités d'élargissement du périmètre de ce service public de la donnée. Je vais maintenant rentrer de manière un petit peu plus détaillée sur la partie données. Je vous ai parlé du cadre de base qui concerne donc toutes les données publiques, donc des documents produits ou reçus par une administration dans le cadre de leur mission de service public, qui sont d'ailleurs assez nombreux hein, et sous de nombreuses formes. Donc, on parle de rapports, de procès-verbaux, de circulaires, de décisions, mais aussi des statistiques, des bases de données, des codes sources. Les algorithmes ont été clairement identifiés par le législateur comme étant des documents administratifs librement communicables. Ça, c'est une vraie révolution aussi de la loi pour une république numérique. On ne parle plus que de données, mais aussi d'algorithmes utilisés pour prendre des décisions individuelles. Donc, dès qu'il y a une mention dans des décisions les utilisant, on parle aussi du droit pour le demandeur de savoir comment l'algorithme a été mis en œuvre pour sa situation personnelle, mais aussi une publication en ligne des règles des principaux algorithmes, sauf lorsqu'on parle d'une structure de moins de 50 agents et des collectivités de moins de 3500 habitants. Donc, pour rappel, hein, on a déjà commencé à avancer sur ce sujet avec la Direction générale des finances publiques, notamment avec l'ouverture du code source de l'impôt sur le revenu et même de la taxe d'habitation plus récemment. Donc, c'est un exercice de transparence qui est extrêmement intéressant et très constructif aussi pour les administrations qui mettent en place ces algorithmes qui impactent directement la vie des concitoyens. Le sujet des concessions est aussi une manière d'élargir le périmètre des acteurs concernés par l'obligation de publication des données en open data. Donc, toutes les données qui sont produites dans le cadre d'une délégation de service public doivent être fournies à l'administration qui peut les diffuser, les faire diffuser par un tiers ou exempter le concessionnaire. Donc, on l'utilise dans le cadre de la renégociation du contrat de concession comme étant un moyen d'ouvrir plus largement toutes ces données qui sont produites dans le cadre de ces concessions. Pour continuer sur le périmètre donc de ces nouvelles données, on a aussi les données de subvention qui ont été clairement identifiées par le législateur comme étant un enjeu fort en matière de transparence. Donc les données essentielles des conventions de subvention, attributaires, bénéficiaires, dates, montants,
pour toutes les subventions supérieures à 23 000 € fait partie donc, de cette obligation. Elles doivent être publiées soit sur le site des acteurs publics concernés, soit sur la plateforme data.gouv.fr, avec un format qui a été défini par un arrêté en date du 17 novembre 2017. Les délégations de services publics, j'en ai déjà parlé à travers les concessions, donc je ne vais pas forcément m'appesantir sur le sujet. Je terminerai juste par le sujet de la commande publique, qui est aussi un sujet qui nous est cher et qui a été clairement identifié comme un moyen de moderniser l'action publique, mais aussi de créer davantage d'interactions avec la société civile, à travers la publication de ce qu'on appelle les données essentielles des marchés publics, qui prend en compte l'ensemble des données d'attribution des marchés. Pour les marchés d'un montant supérieur à 25 000 €, alors on n'interdit pas les marchés d'un montant inférieur, mais par contre l'obligation démarre à partir des marchés d'un montant supérieur à 25 000, qui doivent être publiés sur les profils d'acheteurs des différents acheteurs publics dans les 2 mois suivant l'attribution du marché, et ce pendant 5 ans. Le format a quant à lui aussi été fixé par un arrêté qui a été revu. C'est le 14 avril 2017, il a été revu en juillet 2018 pour pouvoir justement intégrer un certain nombre de modifications sur la structure des données à mettre à disposition. Voilà en ce qui concerne le cadre légal. Et bien évidemment, je ne veux pas restreindre l'open data à une obligation réglementaire, même si on a la chance en France d'avoir effectivement une assise juridique qui est extrêmement forte. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'associer le cadre légal avec sa mise en œuvre opérationnelle. Et je vais laisser les autres intervenants en parler. Merci Romain pour cette intervention. Alors, on comprend bien effectivement que l'open data a une histoire, a un esprit, je dirais, l'esprit de la loi, et concerne effectivement un certain nombre de données. Alors à ce stade de la conférence, il est intéressant de sonder un petit peu nos auditeurs, tout simplement, avec notre petite question sondage à laquelle vous pouvez répondre en direct. Avez-vous déjà planifié votre démarche d'open data sur 2019 ? Tout simplement. Nous allons vous laisser quelques minutes pour répondre et nous donnerons les résultats tout à l'heure, et qui appellera certainement quelques commentaires. Donc effectivement, Anne-Claire Dubreuil, donc vous êtes directrice adjointe de la communication au Sicoval, communauté d'agglomération au sud-est toulousain. Vous avez, il me semble, commencé votre démarche d'open data et plutôt avec un certain succès. Bonjour à tous. En effet, puisque nos élus ont souhaité anticiper la mise en œuvre de la loi, et donc dès 2016, on a commencé à réfléchir, et en 2017, on a ouvert notre portail. Je pense qu'il est important, au regard de ce qu'a posé Romain en matière de cadre législatif, de donner aussi un cadre opérationnel et de dire finalement, mettre en œuvre la loi a aussi énormément d'avantages par rapport à une collectivité. Donc, resituer le Sicoval. Le Sicoval est donc une communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse, limitrophe de la métropole toulousaine, de 76 000 habitants et de 36 communes. Et également doté de près de 5 000 entreprises, dont la moitié travaillent dans le numérique. Donc, forcément, un écosystème extrêmement dense autour de la filière numérique, et donc un portage fort du territoire aussi sur cette dimension de la data, des objets connectés, de l'intelligence artificielle, qui aussi a bien sûr poussé nos élus dans ce projet-là. Avant tout, l'open data n'est pas un projet technique, mais un projet politique, un projet stratégique et un projet de territoire. Je pense que c'est important de le prendre par cet angle-là pour en faire une vraie opportunité pour nos territoires, et non pas une contrainte et une loi encore qu'on doit appliquer, même si elle n'est pas assortie de sanctions. Je pense que c'est avant tout le cœur de ce que je transmets comme message, c'est une vraie opportunité pour développer son territoire. Nos élus s'en sont emparés très tôt. Il y a eu un vrai pilotage par nos politiques et par notre président en particulier. Et cette démarche d'open data s'inscrit plus largement dans un process autour de la mise en horizontalité des services, du partage et de la transversalité, de la participation citoyenne, de la co-construction, toute cette dimension qui est portée par le schéma que l'on voit de démocratie ouverte.
Important aussi, je pense, parce que ça peut peut-être rassurer un certain nombre de collectivités, c'est de se dire finalement, c'est une méthode, c'est une démarche qu'on peut mettre en œuvre relativement rapidement, sachant que nous, on s'est aussi appuyé sur les pionniers. On est sur un territoire où il y a eu des pionniers comme Toulouse Métropole dès 2010 ou le département dès 2016. Donc, l'idée, c'est de dire aussi, en fait, en moins d'un an, on peut mettre en œuvre une démarche open data qui soit source de développement pour le territoire et pour les habitants. Donc, on a construit la démarche autour de 2 axes stratégiques principaux, autour du développement de la transparence, bien sûr, la transparence publique, avec ouverture de nos données concernant les subventions, concernant bientôt les délibérations, concernant les marchés, avec la planification des marchés, donc la possibilité pour des entreprises de se projeter sur les 5 ans qui viennent, sur les différentes thématiques où on va ouvrir nos marchés. Donc, voilà, une ouverture très, très facile pour les entreprises, enfin, qui porte du développement pour les entreprises. Donc, cet axe-là autour de la transparence publique, administrative et financière, et donc qui permet à nos habitants de se saisir aussi de ces informations et de pouvoir les exploiter. Donc, l'engagement aussi, on facilite l'engagement citoyen à travers l'ouverture des données, mais également le développement de services utiles. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a un territoire extrêmement fertile en matière de numérique, et donc on a été assez vite poussé bien avant la loi, même par des entreprises qui nous démarchaient en nous demandant quand est-ce que vous ouvrez nos données, on souhaite développer des services et donc on a besoin de vos données pour pouvoir les ouvrir. Donc c'est un axe fort pour nous, et je vais vous montrer à travers les exemples qui vont suivre comment on a co-construit avec des startups de nos territoires la réutilisation de ces données. Et bien sûr, l'idée aussi, c'est de faciliter l'accès. Donc, ces données sont accessibles via un portail qui est aujourd'hui hébergé et maintenu par le département. Et je pense que là, c'est une dimension aussi importante, s'appuyer sur les collectivités qui sont au-dessus de nous et qui ont mis en œuvre des démarches open data pour déployer nos propres dispositifs. J'ai oublié de dire également que l'État, dans le cadre d'APIA, nous avait accompagnés. Ça, c'est important de s'appuyer aussi sur tous les programmes qu'il y a autour de nous pour déployer l'open data. La culture de la donnée, je crois que c'est vraiment le cœur du dispositif. L'open data, c'est un axe de publication de la donnée. Mais quand on est dans une collectivité, la data est au cœur de tout le système, et qui que ce soit aujourd'hui manie de la donnée. Quel que soit son poste, quel que soit son service, il y a de la donnée. Donc, au sein du SICOVAL, on a construit cette dimension-là avec un chef de projet culture de la donnée qui a pour mission d'évangéliser, d'acculturer les collègues à la donnée. On est 1200 agents et aujourd'hui, il y a près de 10% des agents qui ont eu un accompagnement autour de la donnée, du sens de la donnée et pourquoi il faut que la donnée soit qualifiée, fiabilisée et qu'on puisse en faire quelque chose déjà pour soi, pour notre collectivité, mais également dans le cadre de l'ouverture. Donc la donnée, elle est au cœur du dispositif, que ce soit pour de l'open data, pour du pilotage, pour de la stratégie. De toute façon, il faut qu'elle soit fiable et de qualité. Le principe qu'on a mis en œuvre, c'est dans un premier temps d'identifier toutes les données qui sont disponibles au sein de la collectivité. Et via une cartographie qui est accessible par tous, on arrive à identifier dans chacun des services quelle est la base de données qui est disponible, quelle est sa qualité, quel est son niveau de fiabilité. Et en fonction d'un référentiel qu'on a construit, qui permet d'auto-évaluer la qualité, donc avec des petites étoiles, sur la complétude, sur la mise à jour, sur les process qui sont mis en œuvre pour sa qualité, on peut déterminer des bases de données qui sont intéressantes et de qualité pour pouvoir les ouvrir en open data. On a un process de validation juridique par notre DPO, délégation à la protection des données, qui nous permet de garantir qu'il n'y a aucun risque vis-à-vis de l'ouverture de ces données. On les publie ensuite dans un cadre privé sur notre portail, et dès lors que cela nous paraît pertinent par rapport à une actualité, par rapport à un éditorial, puisqu'on est là à la communication, par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en avant, par exemple, semaine des déchets, on veut parler des déchets, ben on ouvre le jeu déchets et on fait une actualité sur le sujet. Dans ces cas-là, on publie en mode ouvert sur notre portail. Je vous parlais tout à l'heure de l'interaction nécessaire avec un certain nombre de startups ou d'entreprises sur notre territoire. Donc, on a construit 7 démonstrateurs sur le territoire, et l'ambition était également de motiver nos équipes sur l'open data et de sortir des silos de la DSI ou de la direction de la communication pour aller vers tous. Et donc, les sujets touchent aussi bien aux déchets qu'à la culture,
qu'à la question des équipements, qu'à la restauration collective, qu'au déplacement et qu'à l'urbanisme. Voilà les 7 démonstrateurs qu'on a construits. Et à chaque fois, nous avons ouvert des données en relation avec un projet particulier qui permettait de développer du service utile, puisque l'idée, c'est à quoi sert l'open data. L'idée, c'était vraiment de pouvoir répondre à cette question en interne pour motiver les équipes autour de ce qu'est l'open data et à quoi ça sert, et en externe pour dire on ouvre nos données, mais derrière, on sait qu'il y aura une réutilisation. Donc, il y avait un projet derrière d'utilité de la donnée. Donc, par exemple, avec un organisme de collecte des déchets, on a travaillé sur tout ce qui concerne les déchets et ça permettra à nos habitants d'ici très peu de temps de pouvoir savoir où se trouve le point d'apport de verre le plus proche ou quel est le jour de collecte dans la rue, donc des choses extrêmement précises. Également, je vais en parler, on va faire 2 focus sur l'agenda collaboratif et sur une plateforme d'agrégation de chatbots et d'assistants personnels. Et donc, voilà ce qu'on a pu monter avec le Open Agenda, qui est donc une plateforme qui se trouve sur Internet et qui permet d'agréger des agendas au niveau du territoire. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser un ressort. Toutes les collectivités ont besoin de publier leurs événements. Il y a 5 ans, pour nous, c'était un mi-temps. Aujourd'hui, tout ça est délégué au niveau des opérateurs qui produisent de l'événement. Ça leur prend 5 minutes et nous, ça nous en fait gagner beaucoup. Donc, l'idée, ça a été de sortir en open data toutes les données culturelles, événementielles sur l'ensemble du territoire. On a accompagné nos communes à le faire. Aujourd'hui, il y a 21 communes sur 36 qui l'utilisent. Plus de 20 000 visites sur notre site sortir.sicoval.fr. 850 événements en 1 an qui ont été publiés et 140 contributeurs à l'échelle de 36 communes sur une partie de territoire extrêmement rurale. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie appropriation. Donc, on ne parle pas d'open data, on parle d'usage avec une campagne de communication et des guides pratiques pour aider à l'accompagnement des associations ou des communes sur ce sujet. L'autre focus qu'on peut faire, c'est sur un agrégateur de chatbots. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir sur une seule interface, donc c'est une application qu'on va sortir au mois de janvier, avec une start-up qui s'appelle GoGoWigo, qui est sur notre territoire. Donc l'idée aussi, c'est de développer du point de vue économique notre territoire. Et cette application permettra d'agréger des données en open data concernant la mobilité, les déchets, j'en parlais tout à l'heure, la qualité de l'air, c'est l'ACMO qui produit le robot, Open Agenda, je viens d'en parler également, et également nous aurons un robot que l'on construit nous-mêmes autour des questions les plus récurrentes de l'accueil pour permettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de répondre à des informations, à des questions que pourraient se poser nos habitants. Toute cette application prend appui sur une intelligence artificielle qui s'enrichit au fur et à mesure et sur l'open data. Aujourd'hui, on en est à cette version 1. Version 2, on espère pouvoir construire des robots qui exploiteront encore mieux notre open data sur le tourisme ou sur d'autres thématiques. L'idée autour de toute cette organisation qu'on a mis en place, je pense, et c'est peut-être un message également à faire passer, c'est de travailler tous ensemble. Ce qu'on a monté au niveau de notre territoire au Garonnais, c'est une démarche beaucoup plus large que simplement autour du Sicoval. Ça a été l'idée de s'appuyer sur les pionniers et tout ce qui avait pu être mis en place auparavant pour développer un vrai open data territorial. Ça a été évidemment appuyé par la démarche Open Data locale qui a été portée par Open Data France, qui accompagne les collectivités de la mise en œuvre de l'Open Data. Et également, aujourd'hui, il y a une V2, donc possibilité de développer encore plus loin l'Open Data en France. Et donc, l'idée pour nous, autour de cette idée de travailler tous ensemble, ça a été de mettre en commun tous nos efforts de mutualisation. Et donc, aujourd'hui, de standardiser sur toutes les données qui peuvent être intéressantes et faciliter la réutilisation pour avoir une échelle qui soit bien au-delà du Sicoval. Donc, on travaille avec le département, on travaille avec Toulouse Métropole, on travaille avec l'État et la région pour coproduire un open data territorial qui soit le plus utile et aux entreprises pour la réutilisation et bien sûr, avant tout, pour nos habitants, pour leur usage au quotidien. Merci Anne-Claire pour tous ces commentaires. On comprend bien effectivement qu'il y a une vraie démarche de territoire, de stratégie qui ne concerne pas seulement la collectivité dans sa démarche d'ouverture des données, mais également les entreprises du territoire, mais avant tout les citoyens et toutes les opportunités que cela crée et le besoin citoyen de bénéficier de nouveaux services offerts par l'open data dont on
ne soupçonne peut-être pas encore toutes les possibilités à l'avenir. Nous allons à ce stade donner les résultats de notre sondage. Aviez-vous initié votre démarche d'Open Data pour 2019? Alors, nos auditeurs nous répondent non à 74%, oui à 26%. Alors, on est quand même bien au-delà des 4-5% des collectivités qui ont déjà entrepris cette démarche. Donc, il y a quand même un mouvement qui s'enclenche, mais on reste quand même majoritairement encore sur quelque chose qui n'est pas rentré dans l'agenda. Donc peut-être à ce stade un commentaire de chacun. Je tourne vers vous, Romain. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire dans la démarche, indépendamment du cadre légal tel qu'on l'a rappelé et des opportunités que ça permet de créer. Je pense qu'il faut que l'open data soit aussi déjà intégré le plus en amont possible des process métiers au sein des différentes collectivités, des administrations, pour justement permettre de capitaliser sur cette initiative et faire en sorte qu'elle accroisse l'efficacité des missions de service public portées. Mettre à disposition des données sur un point d'accès unique, ça va forcément permettre à des directions métiers, à des services, à d'autres collectivités ou à d'autres acteurs au niveau du territoire de pouvoir récupérer ces données qui auparavant n'étaient pas forcément visibles aux yeux de tous et du coup accroître l'efficacité des missions de service public. Donc, ce vecteur de transversalité que propose l'open data, il est quand même assez fort. Et indépendamment de la logique de transparence, j'aimerais que les collectivités aussi comprennent le gain en matière d'efficacité des missions de service public qu'elles portent. L'open data n'est pas une contrainte, c'est clairement une opportunité. Claire, je pense que vous partagez ce... Oui, bien sûr, je confirme. J'espère qu'on aura donné envie à quelques personnes de mettre en œuvre de l'open data. L'idée aussi, c'est de s'appuyer sur toute la ressource nationale, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans son territoire à devoir, si on s'appuie sur la loi, mettre en œuvre l'open data. Donc, c'est peut-être encourager soit à avoir à une échelle supra-territoriale, le département, la région, les démarches qui sont engagées, et à prendre appui sur toutes les ressources qui existent au niveau national, sur Open Data local, sur Open Data France. Il y a énormément de ressources techniques, pratiques, des cas d'usage qui peuvent permettre aussi de motiver les élus, parce qu'avant tout, c'est un projet politique, comme je disais tout à l'heure, donc il faut que les élus s'en emparent, non pas comme une problématique technique portée par les DSI, mais moi je viens de la communication, donc le sujet est bien porté bien ailleurs qu'à la DSI, même si je m'appuie sur la DSI, mais un projet stratégique pour la collectivité qui l'engage, et une capacité aussi d'innovation pour le territoire qui est tout à fait à souligner. Alors Samuel Goïta, je me tourne vers vous à présent. J'imagine que vous partagez vous aussi ce constat positif. Hein. Vous êtes, j'imagine que vous allez nous désamorcer un petit peu les craintes qui peuvent naître face à cette obligation d'ouverture des données en présentant la démarche étape par étape, finalement pas si compliquée à appliquer. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins complètement les avis de mes deux voisins, puisque, en effet, se lancer dans une démarche d'open data, ce n'est pas forcément si compliqué. Ça peut même commencer par tout simplement ouvrir un premier jeu de données. Vous avez évoqué l'Observatoire Open Data des territoires. Son critère, c'est juste de savoir est-ce que la collectivité a ouvert un jeu de données. Et on n'est pas obligé de partir tout de suite sur un méga projet, mais déjà ouvrir un jeu de données et voir ce qui se passe. Je pense que c'est déjà la première brique qui permet après de bâtir quelque chose de plus solide et peut-être plus fort. Donc ce que je vais vous présenter, c'est peut-être essayer de voir comment est-ce que, étape par étape, on peut avancer dans une démarche d'open data. Alors je vais juste présenter ce qu'on fait d'Datactivist. Nous, on est une société coopérative qui accompagne des projets d'open data à travers du conseil, de l'accompagnement, de la formation à l'open data et aussi à la data literacy, comme l'a évoqué Anne-Claire. L'open data, plus largement, développe la culture des données et a développé de nouveaux usages chez des acteurs qui, auparavant, n'avaient pas forcément conscience de l'importance de la data literacy, du fait que les données sont une compétence essentielle. Et aussi, on développe de la médiation de données, c'est-à-dire à travers des formats d'événements pour aider un public le plus large possible à se saisir des données, puisque ouvrir des données n'est que la première étape. Ce qui est important, c'est son appropriation citoyenne, et aussi par les entreprises, et même aussi par les acteurs internes. Je pense que c'est très important de penser aussi l'open data pour ses collègues, pour les différents services, et pour aussi casser les silos internes. C'est aussi une des choses
une des choses importantes. Là, ce que je voudrais vous présenter, c'est que l'open data doit partir, je pense, d'un premier constat et d'une première structuration qui est qu'un projet d'open data réussi doit tisser 3 composants essentiels selon moi. Le premier, c'est de préparer une organisation à l'ouverture des données. Et je pense que ça part d'abord par sensibiliser à plus haut niveau. Et pour ça, on peut s'appuyer sur un cadre juridique qui est tout à fait incitatif, qui n'est pas trop contraignant, mais qui est quand même très clair et qui s'appuie sur une jurisprudence qui a plus d'une 40aine d'années, qui est celle de la loi CADA, et qui donc donne une assise juridique très claire et qui fait qu'on peut se lancer dans un projet open data sans risque politique, sans risque juridique, sans risque stratégique. Et aussi, je pense que dans cette idée de préparer une organisation, c'est faire un peu ce qu'a évoqué Anne-Claire, c'est aussi décliner des axes stratégiques. L'open data en tant que tel, ça ne parle pas forcément. Par contre, quand il s'agit de fournir de meilleurs services aux citoyens, essayer d'avoir une population qui est plus informée, qui a accès aux mêmes données que l'administration, puisque c'est de ça dont on parle avec l'open data, là, on peut arriver à décliner des axes stratégiques qui vont être en adéquation avec le projet de territoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'Anne-Claire a aussi évoqué, qui me semble essentiel. Et enfin, dans cette idée de préparer une organisation à l'open data, je pense qu'il faut monter une équipe projet. Ça ne veut pas dire forcément avoir quelqu'un dédié à plein temps sur l'open data. Ça veut juste avoir un pilote de projet et après de décentraliser le projet dans les différentes composantes pour aller identifier puis développer des processus qui vont faire que l'open data entre progressivement dans les routines de l'administration. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'en fait, c'est l'occasion de s'ouvrir au deuxième point qui est à l'idée d'une communauté. Et ça, développer une communauté d'usagers, c'est quelque chose qui, je pense, est essentiel dans un projet d'open data et qui, à mon avis, doit être fait même dès le début, même dès la conception d'une politique d'open data, en consultant les habitants, en les impliquant dès le départ dans la politique d'open data, pas forcément en le présentant comme quelque chose de technique, parce que l'open data n'est pas forcément technique en tant que tel. Peut-être que l'usage des données est technique, mais les services et les bénéficiaires sont beaucoup plus larges et d'où l'importance d'avoir une communauté très large dès lors qu'on conçoit un projet d'open data. Par exemple, un de nos clients, la région Centre-Val de Loire, avant même son projet open data, a créé un conseil régional du numérique qui a initié notamment la démarche d'open data et qui a impliqué dans toutes les démarches liées au sujet numérique et en particulier dans la démarche d'open data et donc ils ont permis d'identifier quelques données stratégiques et aussi ils ont leur mot à dire sur les données qu'il faut ouvrir, surtout ce qui me semble essentiel, c'est sur la manière de les ouvrir. C'est-à-dire que ouvrir des données doit être, et ça je vais le répéter, je pense, doit être la première étape et c'est dans le dialogue avec la communauté qu'on arrivera à créer quelque chose qui a du sens. Ce dialogue avec la communauté, en fait, il a une valeur folle, je pense, pour un acteur public parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion d'ouvrir son organisation. Et c'est pour ça que le mouvement de l'open data est né en même temps qu'un autre mouvement qui est celui de l'OpenGov, qui va un peu au-delà de juste l'ouverture des données et de la transparence, mais qui parle de participation citoyenne, de concertation et aussi d'implication des citoyens dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc en fait, faire de l'open data, c'est faire de l'innovation publique, c'est transformer le fonctionnement de l'administration et c'est une manière très très simple de mettre en place une démarche de transformation numérique. Donc ouvrir des données, c'est aussi s'ouvrir à une communauté, c'est pas naturel, c'est quelque chose quand même qui est à faire, mais les bénéfices vont bien au-delà de l'open data et c'est une transformation culturelle de l'administration qui est assez salutaire. Et le troisième point, c'est des données. Ça va être quand même là le cœur du sujet, et donc d'arriver à identifier, d'aller faire exister des données. Auparavant, j'étais chercheur en sociologie sur l'open data et j'ai fait une thèse en sociologie sur le sujet, et je me suis rendu compte qu'en fait, un des volets du travail des chargés de projet d'open data, c'était à la fois un volet pour aller trouver un public, essayer de sensibiliser le public à l'open data, mais c'était aussi un travail technique pour aller trouver les données et en fait, faire exister les données dans les organisations. Auparavant, dans les organisations que j'ai étudiées, ce qui se passait, c'est que les fichiers que géraient les agents, les outils, on parlait au mieux de données métiers, mais souvent, en fait, de fichiers de documents, ce n'était pas vraiment considéré comme quelque chose qui a de la valeur, ces données métiers, ces données de gestion. C'était en fait les outils de travail des agents. Et en fait, ce qu'a fait l'open data, c'est que ça les a propulsés comme un objet de savoir,
comme un objet aussi d'innovation. Et c'est là où, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'open data se situe au croisement de ces trois choses. Donc, d'une organisation qui se prépare à son ouverture, à une communauté qui va elle aussi se saisir de ces données-là et qui va aussi transformer en fait le fonctionnement de cette collectivité, et des données qui vont être transformées par cette ouverture. Et donc, c'est au croisement de ces trois-là. Donc, je dirais, pour commencer l'open data, je pense qu'il faut entamer un travail sur ces trois chantiers et ne négliger aucun. C'est pour ça que j'ai pris cette forme du diagramme de Venn, c'est-à-dire que l'open data se situe au croisement de ces trois points-là. Alors après, pour concrètement ouvrir des données, ce que j'ai identifié dans ma thèse, c'était qu'il y a une série de phases dans le cycle d'ouverture d'un jeu de données. Alors, c'est pas toujours aussi, on ne passe pas forcément par toutes ces phases, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. La première phase, ça va être celle de l'identification. Ça va être de trouver les données, de savoir qui les gère, où elles se situent, dans quel système d'information. Et c'est donc une exploration en profondeur des systèmes d'information des administrations. La deuxième phase, c'est celle de la validation. Anne-Claire l'a évoqué. C'est bien d'avoir quand même une validation juridique notamment, et une validation parfois politique, stratégique, pour être sûr que l'ouverture des données se fait de manière concertée. La troisième phase, elle est souvent indispensable, c'est celle de l'extraction, parce que les données sont dans des systèmes d'information qu'on ne maîtrise pas toujours, et c'est un aspect intéressant aussi, parce qu'en fait, l'open data est une reprise de la souveraineté des administrations sur leurs données et sur leur système d'information, et c'est un vecteur de transformation profonde des systèmes d'information et de leur ouverture. Donc, la première phase, ça va être l'obtention des données. Une fois qu'on a obtenu des données, on va les préparer pour l'ouverture, puisqu'en fait, les données brutes dont on dispose dans les administrations ne sont pas tout à fait prêtes pour être ouvertes. Ça peut consister d'abord à éditer les données. Alors, éditer, ça veut dire à la fois les documenter, expliquer comment elles ont été produites, ce qu'elles contiennent, pour aider le public à les exploiter, puisqu'en fait, la réutilisation des données ne se fait pas sans friction. Il faut de l'échange avec cette communauté, et c'est une amélioration itérative des données. Donc la première phase quand même va consister à essayer un tout petit peu de documenter les données, et aussi à expliciter tous les acronymes, si possible évidemment, expliciter un peu les données, puisqu'elles sont des données métiers qui sont produites dans un contexte administratif et qui auparavant n'étaient pas sorties des services qui les produisent. Ensuite, souvent on va standardiser les données. Alors c'est quelque chose qui, par exemple, se fait beaucoup dans le projet en Haute-Garonne, sur lequel on travaille, sur la standardisation des données, puisque les données locales, si elles ne sont pas standardisées, sont difficilement interopérables, et donc pour produire des services, pour être réutilisés, ont besoin d'être rapprochés, et donc cette phase de standardisation est souvent nécessaire, notamment dans le cadre des marchés publics. Et enfin, la publication, qui va être le moment où on va ouvrir les données. Donc ça, c'est la phase qui anticipe la publication. Puis en fait, moi, ce que je voudrais dire qui est essentiel, c'est qu'un projet d'open data, c'est un projet itératif. Donc même si l'édition au départ est très rapide, si la préparation des données est très rapide, ce qui est intéressant, c'est la relation que vous avez avec votre communauté et le fait que vous allez mettre à jour les données en fonction des retours qu'on va vous faire, qu'on va éditer la documentation, qu'on va répondre aux questions des usagers. Et c'est pour ça que c'est indispensable d'ouvrir des espaces de dialogue qui sont à la fois numériques sur les portails, comme on l'a sur data.gouv.fr, avec une section de commentaires qui est très forte, très complète et qui enrichit les données, mais aussi avec des événements de médiation dans lesquels les producteurs et réutilisateurs vont se rencontrer et vont enrichir collectivement et vont donner plus de valeur à ces données, et donc aussi progressivement de les mettre à jour et de pérenniser la démarche. Donc c'est une démarche itérative, et c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, mais je veux aussi insister sur le fait que c'est pas quelque chose qui demande un travail considérable. C'est un travail qui doit être conçu aussi comme distribué dans l'organisation. Alors par où commencer aussi très concrètement, savoir quelles données ouvrir. Alors il y a une ressource qui est disponible, qui a été produite par Open Data France, qui est le socle commun de données locales, qui est pour des communes l'identification de quelques données essentielles à la transparence et à l'innovation, qui est une première source. Nous, data activistes, pour les communes, et là on est en train de le faire pour le département et les régions, on a produit un recensement des données qui est disponible à l'adresse qui est sur les slides, donc frama.link/recensement_commune.
On a identifié plus de 300 jeux de données publiés par 15 communes, 300 jeux de données différents. Donc ça, c'est une ressource très concrète qui peut vous aider à savoir quelles données ouvrir. Et enfin, moi, je dirais, une des choses que vous pouvez faire très facilement, ça peut passer par un formulaire, ça peut passer par un forum, ça peut passer par des commentaires. Consulter la communauté, consulter les habitants sur leurs besoins de données. Alors, ils n'exprimeront pas forcément sous des termes techniques, par contre, ils vont exprimer des besoins, des envies, et en fait, commencer aussi par ça, par impliquer dès le départ les habitants dans la politique d'open data. Je pense que c'est une manière très simple et très forte d'initier la démarche et d'entamer une transformation en profondeur des administrations. Merci Samuel pour cette présentation très concrète, très opérationnelle. On se rend compte que derrière Open Data, il y a une réalité, une démarche, des étapes et avant tout une volonté à mettre en œuvre collaborative et coopérative. Passons à notre séance de questions-réponses. Nous avons plusieurs questions. Hein. C'est un sujet qui nourrit des interrogations légitimes. Alors, question toute simple. Prenons celle-ci. On nous interroge sur la différence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément la différence entre l'open data et un site web d'une commune. Alors, Samuel, si vous allez, commencer par vous. En fait, je pense qu'il faut prendre conscience qu'auparavant, ce que faisaient beaucoup d'acteurs publics, c'est qu'ils partageaient des informations et ça, ils le font depuis très longtemps. La limite avec juste un simple partage d'informations, c'est qu'il n'y a pas de réutilisation qui est possible. En tout cas, la réutilisation sera très limitée. Je vais prendre l'exemple que Anne-Claire connaît très bien, puisqu'il travaille avec une start-up de leur territoire qui s'appelle sur les cantines. Kidimiam. Une start-up qui s'appelle Kidimiam. Toutes les communes publient des données sur les menus des cantines. Ce sont des données qui sont dans des formats PDF, des fichiers PDF qui, pour créer un service comme Kidimiam, qui est une application mobile, sont totalement inexploitables. On a travaillé, nous, avec Greenpeace sur une campagne de mobilisation pour obtenir plus de menus végétariens dans les cantines. Et en fait, on s'est appuyé sur ces fichiers PDF, mais il a fallu s'appuyer sur la mobilisation de 15 000 internautes pour numériser le contenu de ces menus des cantines. Toutes les organisations ne peuvent pas avoir 15 000 internautes pour créer un service. Et en fait, si ces données étaient disponibles et, si possible, interopérables en open data, on aurait pu se passer de 15 000 internautes pour créer la campagne de Greenpeace. Mais pareil pour Kidimiam. Kidimiam, quand cette startup n'a que des informations, des fichiers PDF dont le cœur des données n'est pas totalement exploitable, les données ne sont pas structurées, on ne peut pas créer des services. Et c'est là où je pense qu'il faut le prendre plutôt comme une opportunité, c'est-à-dire que quand vous faites un site web, ça va être adapté juste à votre commune. Quand vous publiez des données, on peut imaginer des services qui vont se développer, et ça, Anne-Claire a proposé pas mal d'exemples, des services qui vont se développer dans plein de territoires, et donc c'est une mutualisation des coûts, et c'est une super opportunité de créer des services qui vont monter à l'échelle et de créer des services de bien meilleure qualité, parce que les données sont ouvertes et interopérables, et donc librement réutilisables pour faire des services et pour aussi leur appropriation par les citoyens. Si je peux juste compléter un élément par rapport à ça, c'est que le site web, par contre, peut être un portail pour rendre visibles les données. Dès lors qu'elles ont été un peu éditorialisées, qu'on a fait un peu de data visualisation, ça peut être intéressant de les réutiliser dans le site web pour donner à voir à quoi sert l'open data aussi très concrètement, en mettant en place des graphiques, des infographies, etc. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que le site web puisse être aussi un portail d'entrée vers le portail de données, mais inversement, que les données soient éditorialisées sur le site web. Je pense que ce que dit Anne-Claire est essentiel. Beaucoup de portails open data maintenant proposent des fonctionnalités de visualisation. Ce que j'encouragerais, c'est bien d'avoir un portail open data, mais ça parle à assez peu de monde. Oui. J'encouragerais, c'est d'avoir des visualisations de données qui partent de votre portail open data et de vous en servir sur votre site et de les présenter ou de présenter même les données dans les rubriques concernées. Par exemple, si vous ouvrez des données sur les subventions, publiez la liste des subventions actuelles avec par exemple une visualisation de données dans la page pour demander une subvention à la commune. Puisque ça permet aussi d'avoir, quand il y a une demande de subvention, une demande qui sera plus informée sur quelles sont les attributions, comment ça se passe, qui en a déjà reçu. Et donc, ça permet d'avoir une information qui est plus précise du citoyen. En fait, je pense qu'il faut rappeler un point, je ne l'ai pas évoqué, mais un point qui est essentiel dans l'open data, c'est l'idée de granularité, c'est-à-dire d'avoir
une précision dans les données. En fait, ce qui est intéressant dans l'open data, c'est qu'on ne se contente pas d'avoir des grands chiffres, on a accès aux détails et on peut même aller au plus proche des citoyens, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très fort. Par exemple, il y a pas mal de services pour signaler là où il y a des déchets dans la rue, comme dans ma rue à Paris. Ces services sont intéressants, mais en termes de communication publique, on va avoir accès à des grands chiffres, on va avoir des grandes cartes. Ce qui est intéressant si on publie des données dans toute leur précision, comme ce que fait la ville de Paris, c'est qu'en fait, on peut zoomer et savoir où est-ce qu'il y a eu des interventions qui ont été faites par les services de la ville suite à une demande d'un citoyen. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on s'adresse aux citoyens en bas de chez lui. Donc ça permet d'avoir une communication qui est très ciblée. Et ça, c'est une réutilisation de données ouvertes par une collectivité qui est tout à fait simple et qui va s'appuyer sur les ressources que propose un portail open data. Autre question, et là je me tourne d'abord vers vous, Romain, sur cette question plus juridique. Je crois que c'est légitime de poser effectivement cette question. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe, presque une schizophrénie un peu juridique, en 2018 où on a le RGPD en mai de cette année et en même temps l'open data qui arrive quelques mois suivants, c'est-à-dire une obligation de protection des données personnelles et une incitation à l'ouverture globale, disons, des données. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est cohérent, en fait. Le législateur a, dès le départ, clairement séparé, on va dire, les données qui ont vocation à être ouvertes au plus grand nombre, des exceptions à cette ouverture, dont font partie les données à caractère personnel. On n'est pas là pour ouvrir les données sur chaque individu, sauf exception, je pourrais y revenir, mais il y a un décret de la loi République numérique qui prévoit une mise à disposition de certaines bases de données qui contiennent des informations à caractère personnel, mais c'est clairement défini par ce décret. Je pense aux annuaires, aux organigrammes administratifs qui permettent aux citoyens d'être mieux éclairés sur la manière dont les administrations fonctionnent. Pour le reste, c'est extrêmement important pour nous de préserver justement, on va dire, une certaine distinction entre ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de l'intérêt général. Et je pense qu'on ne peut pas non plus tomber dans des dérives qui consisteraient à pouvoir réidentifier des tiers à travers la réutilisation des données. Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'open data, c'est rétablir un peu de confiance entre les administrations et les citoyens, permettre à des opérateurs économiques de se réapproprier ces données pour développer des modèles économiques, accroître l'efficacité des missions de service public, mais pas du tout de mettre la vie des gens en pâture sur Internet. Donc cette loi RGPD me semble plutôt même totalement dans la lignée de ce qu'on porte à travers l'open data, c'est-à-dire que cette obligation de déclarer des traitements de données à caractère personnel permet aussi à des acteurs comme les collectivités, les territoires ou même les administrations, de démarrer ce fameux travail de cartographie et de savoir ce qui a déjà été identifié comme étant des données à caractère personnel, parce qu'ils ont déjà été amenés à le faire à travers cette obligation RGPD, et de repartir sur ce travail de cartographie pour élargir le spectre avec, pour le coup, des données qui, quant à elles, ont vocation à être transmises au plus grand nombre. Et c'est important aussi de pouvoir identifier des données qui n'ont pas vocation à être mises en open data. On parle plus seulement d'open data, en tout cas chez Etalab, on parle aussi de la circulation des données. Il y a des données qu'on appelle des données grises qui n'ont pas forcément vocation à être mises à disposition en open data et qui pour autant vont permettre d'optimiser le pilotage d'un certain nombre de politiques publiques. Donc il faut clairement avoir une sorte d'ouverture d'esprit quant à la nature des données qu'on va pouvoir retraiter dans le cadre de nos missions de service public, des données qui vont pouvoir être ouvertes au plus grand nombre. Je fais juste un petit rappel historique, c'est qu'il y a 40 ans, en 1978, on a eu la loi CNIL et la loi CADA qui ont successivement régi la transparence de l'administration et la protection des informations personnelles. La même année. En fait, là, on passe 40 ans après, en 2018, à une nouvelle ère qui est celle des données. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le RGPD protège les données personnelles et la loi pour une république numérique ouvre les données publiques. C'est tout à fait cohérent et c'est tout à fait complémentaire de renforcer le cadre juridique sur ces deux volets en même temps. Puisqu'en fait, les citoyens n'auraient pas confiance dans l'open data si le cadre de la protection des données personnelles n'était pas précis et protecteur. Juste pour terminer, tous les pays n'ont pas cette chance aussi d'avoir
on va dire déjà une commission nationale informatique et liberté qui quand même permet d'assurer le respect d'un certain nombre d'obligations, une préservation de l'identité de l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir l'intégrer au plus profond de notre stratégie. Les deux ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire, ça s'inscrit dans une démarche de gouvernance de la donnée au sens très large, dont l'open data, bien évidemment, fait partie. Je poursuis sur cette question avec vous, Anne-Claire. Est-ce que ce tri entre données personnelles ou anonymisation de contrats ou de documents et données comment dire, qui rentrent dans l'open data se fait de manière comment dire, fluide ou certaines difficultés à déjà identifier? Alors en fait, je disais tout à l'heure qu'il y avait un filtre qui était le DPO, et le DPO est là en effet pour identifier les données qui pourraient être voilà, à risque, hein, au-delà des problèmes de sécurité ou de... parce qu'en fait, l'anonymisation, moi je l'ai compris au fur et à mesure, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, c'est pas juste enlever un nom, c'est pour éviter le croisement de données qui peuvent permettre de réidentifier. Donc parfois des jeux de données qui peuvent paraître tout neutres, recroisés avec un autre, peuvent permettre de réidentifier. Donc ça, c'est tout le travail de notre DPO, d'essayer de voir en effet quel est le risque par rapport au jeu qu'on souhaiterait publier. Et s'il y a un risque, bien évidemment, on ne le publie pas tant qu'on n'a pas éventuellement poursuivi autour de l'anonymisation, en sachant que cette pseudonymisation, le risque aussi, c'est qu'on perde un peu en intérêt de la donnée, parce qu'on perd de la granularité, ce que disait Samuel tout à l'heure. Mais bon, entre la protection et l'ouverture, c'est là où il faut trouver le bon curseur et parfois aussi faire de la pédagogie, parce que tout de suite, dès qu'on veut parler d'ouverture de données, il y a énormément de freins, de résistance d'un certain nombre de collègues qui ont peur, d'abord qu'on voit leur activité, hein, ça c'est aussi un moyen de superviser de l'activité et de mettre de la transparence sur l'activité, mais également par rapport à des données qui pourraient être perçues comme à risque. Donc voilà, il y a tout un travail collectif à faire autour du risque, autour de la publication de la donnée. Je voudrais juste préciser que c'est tout à fait quand même possible de publier des données qui sont au départ des données à caractère personnel et de les anonymiser et d'éviter toute réidentification. Il y a quelques semaines, Romain et moi étions dans le jury des trophées de l'Open Data et nous avons collectivement célébré un des projets qui était celui de la médiathèque de Roubaix, qui a publié les empreintes donc totalement anonymisées et identifiées de tous ses abonnés. Et c'est super intéressant parce qu'on peut voir de manière, donc on a accès pour chaque abonné à son profil, mais de manière respectueuse de la vie privée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui est la personne, on ne peut pas la réidentifier aussi avec les différents points de données dont on dispose, et par contre on peut avoir une idée de la sociologie de qui emprunte, qu'est-ce qui est emprunté, et c'est très concret, et surtout c'est une très bonne manière de découvrir ce que font les médiathèques, de dépoussiérer l'image d'une médiathèque, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des parents, de voir les différents profils qui vont chercher des livres pour leurs enfants, mais il y a aussi des retraités, et de voir aussi que certains ouvrages auxquels on n'aurait pas pensé, ou d'autres formes d'œuvres, sont prises par d'autres publics auxquels on n'aurait pas non plus pensé. Et donc, c'est la publication de ces données. Là, on a des données qui sont assez volumineuses, avec des fichiers qui ont à peu près 50 000 à 80 000 lignes, de manière très précise, mais tout à fait respectueuse de la vie privée. Et c'est pour juste souligner que c'est possible dans des contextes très variés, comme nos vies, comme Poupée. Très bien, merci Samuel. Autre question, alors tout à fait qui appelle une réponse certainement fermée, oui, non. Est-ce qu'un établissement, est-ce qu'un EPIC de moins de 50 salariés est concerné par l'open data? Alors, si un acteur fait une demande d'accès à un document administratif qui est produit par cet EPIC, au sens de la loi, alors en fonction de l'avis qui sera rendu, alors déjà en fonction de la réponse qu'il apportera dans un premier temps et dans un deuxième temps en fonction de l'avis qui sera rendu par la commission d'accès aux documents administratifs s'il ne répond pas aux demandeurs, peut être dans l'obligation de transmettre ce document. Là, on parle encore une fois de la logique de proactivité de la mise à disposition. Effectivement, cette obligation de proactivité de publication pour tous les acteurs qui sont en charge d'un service public à caractère industriel et commercial n'est effective que pour les structures de plus de 50 agents, effectivement. Mais la proactivité n'enlève rien à l'opportunité que représente l'ouverture des données et au fait que l'ensemble de ces acteurs publics qui sont en charge de l'émission de service public
sont redevables aussi d'une certaine manière des demandes qui peuvent émaner de la société civile ou même d'autres administrations qui souhaiteraient réutiliser des données produites ou reçues dans le cadre de leur mission de service public. Et enfin, on va prendre une dernière question. Peut-on, dans un premier temps, utiliser data.gouv avant de créer sa propre plateforme Open Data? Tout à fait. Ça peut, si vous voulez, data.gouv.fr a une approche qui est extrêmement générique, c'est-à-dire que c'est un outil qu'on a développé au service de l'ensemble des producteurs de données, mais aussi des communautés de réutilisateurs. Donc, si une collectivité souhaite effectivement expérimenter cette ouverture de données sur un jeu de données, par exemple, comme le disait Samuel, il est tout à fait en mesure de se créer un compte sur la plateforme data.gouv.fr, de se créer une organisation représentative de la collectivité ou du territoire auquel il est rattaché, afin justement d'expérimenter cette démarche. DataGouv propose un certain nombre de mécaniques sociales, notamment un module de discussion qui permettent déjà de s'inscrire dans une démarche d'échange avec ses usagers, mais aussi un back-office qui permet d'avoir, on va dire, des données sur le nombre de téléchargements, le nombre de consultations, et qui permet déjà effectivement d'expérimenter un peu cette démarche d'ouverture. Nous, dans tous les cas, que ce soit des acteurs qui n'ont pas forcément les moyens de développer leur propre plateforme Open Data, peuvent héberger les données chez nous, ou peuvent même prendre le sujet de manière plus ambitieuse en développant leur propre plateforme. Notre objectif, ça sera de pouvoir fournir une vision exhaustive de toutes les données disponibles, qu'elles soient hébergées chez nous ou pas. C'est un peu la mission première de datagouv.fr. On n'a pas vocation à se substituer à la stratégie des différents acteurs administratifs en charge d'une mission de service public. Nous, on est plutôt là pour les accompagner, les aider, leur montrer l'opportunité et surtout de pouvoir les accompagner dans la démarche. Un mot pour conclure, Samuel? Le même mot avec lequel j'ai commencé, je pense qu'une bonne manière, c'est aussi d'ouvrir un premier jeu de données et après de passer à une démarche plus ambitieuse, puisqu'après, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'exemples sur lesquels s'appuyer et ça peut être fait assez facilement. Moi, je dirais en complément, appuyez-vous sur vos territoires voisins, les départements, les régions, tous ceux qui peuvent vous accompagner pour passer le cap. Merci à tous sur cette note très positive. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette webconférence. Donc, nous mettons fin à cette séance de questions-réponses. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue de vous accompagner au travers de ces différents services, VK Ligne Expert, ou ces services documentaires d'accompagnement juridique et opérationnel. Retrouvez-nous sur vk.fr. Merci infiniment à nos 3 intervenants, Samuel Goïta de Datactivis, Anne-Claire Dubreuil du Sicoval, Sud-Est de Toulousain, Romain Thalès d'Etalab. Merci beaucoup pour votre participation, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous pour votre attention. Vous avez été très nombreux aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle conférence. Dès jeudi prochain, vous nous retrouvez pour une nouvelle webconférence avec notre partenaire Groupama. Vous retrouvez Hugues Périnel en animation qui abordera avec ses experts Isabelle Joly, DGS, et Maître Éric Landau, avocat au barreau de Paris, la question sensible du statut des directeurs généraux au sein des administrations. Je vous souhaite une excellente journée au nom de toute l'équipe VK. Merci à Amidou Gawa pour la réalisation technique de cette webconférence. Merci encore à nos intervenants et à très bientôt.